Bonjour, nous nous retrouvons à présent pour une série de 6 exercices sur la partie du cours propagation de la lumière. Je vous invite à télécharger la feuille d'exercice dans la description de la vidéo et à tenter de les résoudre par vous-même avant de visionner la correction. Commençons par la correction du premier exercice sur la vitesse de propagation de la lumière. Un exercice où on va nous demander de donner un résultat avec 3 chiffres significatifs. Donc qu'est-ce que cela veut dire de donner un résultat avec 3 chiffres significatifs? Vous voyez que les données de l'énoncé sont écrites avec 3 chiffres significatifs, 4,24 années-lumière et 3,00 pour la vitesse de la lumière. Nous avons donc 3 chiffres à chaque fois. Il s'agit en fait de la précision des données. On considère que pour cet exercice, il est suffisant de travailler avec 3 chiffres significatifs. Si on avait voulu obtenir des résultats plus précis, on vous aurait demandé de donner un résultat avec 4 chiffres significatifs. Et on vous aurait d'ailleurs donné dans l'énoncé des nombres avec 4 chiffres, comme 4,243 années-lumière plutôt que 4,24. Donc il faut essayer en physique de toujours travailler avec le même nombre de chiffres significatifs que ceux qui sont donnés dans l'énoncé. Il ne faut pas trop arrondir nos résultats pour ne pas trop perdre en précision. Donc si les données sont avec 3 chiffres significatifs, je vais donner mes résultats avec 3 chiffres significatifs. Puisqu'en réalité, si on utilise moins de chiffres significatifs, on va perdre en précision. Et si on utilise trop de chiffres significatifs, les derniers chiffres ne seront pas intéressants car ce sont des chiffres incertains. Nous verrons pourquoi dans le deuxième exercice. Commençons donc notre exercice. On sait que la lumière, elle parcourt en 1 seconde 300 000 km. Nous écrirons 3,00 fois 10 puissance 8 mètres. D'autant que l'on souhaite donner notre résultat final en mètres. Et cherchons à présent à savoir combien de mètres la lumière va parcourir en une année. Pour cela, il nous faut savoir combien est-ce qu'il y a de secondes dans une année. Donc dans une minute, il y en a déjà 60. Puis dans chaque heure, il y a 60 minutes. Nous en sommes donc déjà à 3600 secondes. Et dans une journée, il y a 24 heures. Nous en sommes déjà à présent à 86 400 secondes. Et enfin, il y a 365,25 journées dans une année. Un total donc de plus de 31 millions de secondes pour une année. Et si en une seconde la lumière parcourt 3,00 fois 10 puissance 8 mètres, en une année, elle va donc parcourir 31 millions de fois cette distance. Et pour être exact, nous allons taper ce calcul sur notre calculatrice. Et nous allons donner le résultat en écriture scientifique, c'est-à-dire un résultat avec des puissances de 10 et un seul chiffre avant la virgule. Et parmi tous les chiffres qui s'affichent sur la calculette, nous n'en laisserons que 3, puisque l'énoncé de l'exercice nous impose de travailler avec 3 chiffres significatifs. Nous gardons donc le 9, le 4 et le 6, que nous arrondissons à 7, étant donné qu'il est suivi d'un 7. Et il fallait calculer la distance à laquelle se trouve Proxima b de la Terre, sachant que la lumière de cette exoplanète, elle met 4,24 années à nous parvenir. Et qu'en une année, la lumière, elle a déjà parcouru 9,47 fois 10 puissance 15 mètres. En 4,24 années, la lumière, elle aura donc parcouru 4,24 fois 9,47 fois 10 puissance 15 mètres. Donc finalement, Proxima b, elle se trouve à 4,01 fois 10 puissance 16 mètres de la Terre. Nous donnons bien notre résultat en écriture scientifique et en ne conservant que 3 chiffres significatifs, le 4, le 0 et le 1. Passons à présent au deuxième exercice. Il s'agit ici de mesurer la distance entre la Terre et la Lune de manière ultra précise. Pour cela, il y a un centre de recherche qui envoie un rayon laser en direction de la Lune. Ce rayon va rebondir sur des miroirs déposés lors des missions Apollo. Et le centre de recherche va enregistrer le temps que le laser met à revenir sur la Terre. Et de manière très précise, puisqu'il mesure un temps de 2,429 et vous avez 10 chiffres après la virgule. Commençons d'abord par schématiser l'expérience, ce qui est demandé dans l'énoncé. Le temps enregistré par le centre de recherche, il correspond à la distance parcourue par la lumière lors d'un aller-retour. Il va donc être possible de calculer ce petit d qui correspond à l'aller-retour, mais qui est 2 fois plus grand que la distance entre la Terre et la Lune. Pour le calculer, nous allons utiliser la relation qui lie la vitesse avec la distance et le temps, où la vitesse sera la célérité de la lumière, qui nous est donnée de manière très précise également dans l'énoncé, et le temps est celui mesuré par le centre de recherche. Isolons donc le petit d pour pouvoir le calculer. Il faut passer le delta t de l'autre côté, et il va se retrouver ainsi multiplié à la vitesse.
Et pour obtenir la distance, il va falloir multiplier le temps par la vitesse de la lumière, en utilisant les données de l'exercice qui nous sont fournies avec 11 chiffres significatifs. Donc ce genre d'exercice est très rare, on vous demande généralement de travailler avec 2, 3, voire 4 chiffres significatifs. Mais ici, le but, c'est de calculer la distance entre la Terre et la Lune de manière ultra précise. Donc allons-y. Et on ne garde que 11 chiffres significatifs au résultat, car les chiffres qui sont après 728 264 192,42 ne sont pas intéressants. Même le dernier chiffre, on n'est pas vraiment sûr qu'il soit si intéressant que ça. Admettons par exemple que nous disposions d'équipements encore plus précis pour évaluer la vitesse de la lumière ou pour mesurer le temps que met le laser à revenir sur Terre, et qu'on arrive à prendre des mesures jusqu'à 12 chiffres significatifs. Donc si notre nouveau chiffre significatif que nous sommes capables de mesurer c'est un 0, cela ne changera pas le résultat. Mais par contre, si c'est un 9, alors le résultat il va augmenter sensiblement. On va se retrouver cette fois avec 728 264 192,46. 47 même, puisque le dernier chiffre suivant, le résultat est un 9. Donc le deuxième chiffre après la virgule, nous ne sommes pas sûrs si c'est un 2 ou un 7. Le premier chiffre après la virgule, le 4, on est sûr, il correspond au décimètre, on sait que c'est un 4. Et le deuxième chiffre, dont nous ne sommes pas sûrs, il correspond au centimètre, puisqu'il peut varier entre 2 et 7. Coupons la poire exactement en deux et écrivons que le résultat est 728 264 192,445 mètres, plus ou moins 2,5 cm. Nous ne sommes pas certains. Bon, en tout cas, ce dont nous sommes certains, c'est que la distance que nous avons trouvée, c'est une distance qui s'exprime en mètres, puisque nous avons multiplié des mètres seconde moins 1 pour notre vitesse par des secondes pour notre temps. Il nous reste donc bien des mètres si on vérifie nos unités. Lorsqu'on vérifie les unités de cette manière, on fait ce qu'on appelle une analyse dimensionnelle, mais nous y reviendrons dans un prochain chapitre. Et nous sommes également sûrs qu'il faut diviser cette distance par 2, car la distance que nous avons calculée correspond à l'aller-retour Terre-Lune de la lumière. Et pour connaître uniquement la distance entre les deux astres, on va diviser le résultat par 2. Donc si on considère depuis le début que le 12e chiffre significatif c'est un 0, alors notre résultat pour la distance Terre-Lune sera 364 132 096 mètres, 21. En revanche, si on considère depuis le début que le 12e chiffre significatif aurait été un 9, nous aurions obtenu une distance Terre-Lune de 364 132 096 mètres, 23. Donc, coupons une nouvelle fois la poire en deux et mettons que grâce à ces technologies, la distance retenue entre la Terre et la Lune, elle est de 364 132 096 mètres, 22. Cela aurait pu être 21 ou 23, donc 1 cm de plus ou 1 cm de moins. Mais en tout cas, la mesure de cette distance, elle est précise au centimètre près, pour répondre à la question de l'énoncé. Passons maintenant à l'exercice 3, un exercice sur les lois de Snell-Descartes. Donc, pour cet exercice, il ne faut vraiment pas prendre peur avec l'énoncé, c'est vraiment un exercice typique. On va simplement vous demander d'appliquer la loi de Snell-Descartes. Et pour répondre à la question posée qui est de savoir si le raisin est suffisamment fermenté, il faudra à la fin aller lire sur la courbe le pourcentage de sucre du jus de raisin. Donc avant d'aller lire la courbe, il va falloir trouver l'indice de réfraction du jus de raisin, autrement dit le N2 sur notre figure. Il va donc falloir appliquer la loi de Snell-Descartes, comme nous l'avons fait dans le cours. On disait alors que N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Ici, nous connaissons les deux angles, ainsi que l'indice de réfraction du prisme qui est de 1,7. La seule grandeur que nous ne connaissons pas, c'est l'indice de réfraction N1 du jus de raisin. Donc vous commencez à avoir l'habitude, nous allons isoler cette fois N1, et pour ceci, il faut passer le sinus I1 de l'autre côté. Et on se retrouvera donc avec N1 égale N2 sinus I2 sur sinus I1. Nous pouvons donc passer à l'application numérique. Vous remarquez ici que tous les chiffres de l'énoncé nous sont donnés avec 4 chiffres significatifs. On va donc prendre bien soin de rentrer les 4 chiffres dans la calculette qui est réglée en mode degré. Et on donnera le résultat avec 4 chiffres significatifs également, puisque l'énoncé nous suggère de travailler avec cette précision. On se retrouve avec un indice de réfraction pour le jus de raisin qui est de 1,358. Et nous pouvons à présent vérifier si le raisin est suffisamment vendangé en lisant sur la courbe qui nous est fournie.
puisque nous savons que notre jus de raisin il a un indice de réfraction de 1,358. Il nous suffit d'aller chercher où se trouve 1,358 sur l'axe des ordonnées de notre courbe pour découvrir que le pourcentage de sucre qui correspond à notre jus de raisin, il est de 20%, puisque c'est bien l'abscisse qui correspond à cette ordonnée. Et d'après l'énoncé, pour qu'un jus de raisin soit vendangé, il doit contenir 21,5% de sucre. Donc notre jus de raisin, il n'est pas suffisamment vendangé, puisqu'il n'a pas atteint ce pourcentage. Le quatrième exercice à présent, sur un travail pratique effectué par un élève, donc un élève qui fait passer un rayon lumineux dans une cuve d'éthanol pour découvrir quel est l'indice de réfraction de l'éthanol, N2. Donc le rayon lumineux il va passer premièrement dans l'air, dont on connaît l'indice de réfraction, qui est N1 égale 1. Et grâce à ce premier indice de réfraction et au sinus des angles incidents et réfractés mesurés par l'élève, nous allons pouvoir calculer l'indice de réfraction de l'éthanol. Toujours donc grâce à la loi de Snell-Descartes, nous allons devoir calculer le N2. Donc on va isoler N2 et on se retrouve avec une équation N2 égale N1 fois sinus I1 divisé par sinus I2. Puisque en passant le sinus I2 de l'autre côté, il va se retrouver au dénominateur. À partir de là, nous allons avoir deux méthodes possibles. En soi, une valeur pour le sinus de I1 et une valeur pour le sinus de I2, cela suffit pour calculer l'indice de réfraction de l'éthanol. On va regarder la première valeur, par exemple, mesurée pour le sinus par l'élève, donc environ 0,17, puis la valeur du sinus de l'angle réfracté, qui correspond à 0,12, et on va pouvoir donner une valeur pour l'indice de réfraction de l'éthanol, qui sera environ de 1,41. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle est très peu précise. Déjà parce qu'on n'arrive pas très bien à lire sur la courbe qui nous est fournie. Moi j'ai lu 0,12 et 0,17, mais vous avez pu lire d'autres valeurs. Et puis l'élève lui-même, lorsqu'il va faire ses mesures expérimentales des angles, il va peut-être pouvoir se tromper de 1, 2, 3 degrés à chaque fois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a répété l'expérience et qu'il a pris 6 mesures pour les angles. Il a calculé 6 fois les sinus I2 qui correspondent au sinus I1. Donc pour avoir en quelque sorte une valeur moyenne un peu plus précise. Et une fois que l'élève a tracé sa courbe, il obtient une équation qui est que sinus I2 est égal à 0,735 fois sinus I1. Donc on va remplacer dans notre loi de Snell-Descartes sinus I2 par 0,735 fois sinus I1. Et à partir de là, on peut simplifier dans notre équation en barrant les sinus I1, puisque sinus I1 divisé par sinus I1, ça fera 1. Et finalement, en divisant 1 par 0,735, on se retrouve avec un indice de réfraction de l'éthanol qui est de 1,36. Et cette valeur, elle est bien plus précise, puisque pour l'obtenir, nous nous sommes basés sur les 6 mesures d'angle prises par l'élève. Voyons maintenant le cinquième exercice, toujours sur la propagation de la lumière et les lois de Snell-Descartes. Assez classique ici, puisqu'on vous demande de calculer l'angle de réfraction I2, alors que vous connaissez l'angle d'incidence I1 et les indices de réfraction des deux milieux. Donc dans l'air, N1 vaut 1. Par contre, nous allons avoir ici plusieurs valeurs possibles pour le deuxième indice de réfraction. Ici, on a en fait une lumière polychromatique constituée de 3 radiations de longueur d'onde différentes. Une bleue, une jaune et une rouge. Et lorsque ces radiations elles vont arriver sur le second milieu, ici du vert, elles seront toutes réfractées, mais avec des angles différents. Nous devrons donc calculer un angle pour chacune de ces lumières colorées, puisque les indices de réfraction du vert, elles varient légèrement en fonction de la couleur. Nous avons dit qu'il fallait calculer l'angle de réfraction I2, et donc il faut dans la formule de Snell-Descartes isoler le sinus I2. Ainsi on passe le N2 de l'autre côté et il va se retrouver au dénominateur. Et pour la lumière bleue, nous allons taper sur notre calculatrice une fois sinus de 40 que nous allons diviser par l'indice N bleu, à savoir 1,516. Et nous allons obtenir 0,4240 pour le sinus de l'angle bleu. Ici, les données de l'exercice nous sont fournies avec 4 chiffres significatifs. Le 1 est d'ailleurs écrit 1,000 pour bien comptabiliser 4 chiffres significatifs. Nous allons donc nous forcer à donner le résultat avec une précision de 4 chiffres significatifs. Et si le 0 est placé avant la virgule,
il n'est pas considéré comme un chiffre significatif. Et ce n'est pas fini, puisque nous devons trouver la valeur de l'angle réfracté et non pas de son sinus. Il faut donc taper sinus moins 1 de 0,424 à la calculatrice pour conclure que l'angle réfracté de la lumière bleue, il est de 25,08 degrés, que vous pouvez représenter sur votre schéma sans utiliser de rapporteur, juste en faisant un angle un petit peu plus petit que l'angle d'incidence. Donc on va le faire un petit peu plus rapproché de la normale. Pour la radiation jaune, nous avions le même angle d'incidence et le même indice de réfraction dans l'air, mais l'indice de réfraction dans le verre, il est cette fois de 1,510. Il faut donc sur la calculatrice bien rentrer 1,510 au dénominateur. Et nous allons obtenir avec 4 chiffres significatifs un angle réfracté de 25,19 degrés pour la lumière jaune, que nous pouvons représenter sur le schéma, un petit peu plus éloigné de la normale, puisque l'angle qu'il forme avec elle, pour la lumière jaune, il est supérieur à l'angle formé par la lumière bleue. Et enfin, pour la lumière rouge, nous allons diviser par 1,505, ce qui nous donne un sinus de 0,4271 et un angle de 25,28 degrés, que l'on représente encore plus éloigné de la normale, puisque c'est le plus grand angle. Vous remarquez ici que les valeurs des angles elles sont très proches les unes des autres. C'est pour cela qu'on veut bien que vous travaillez avec 4 chiffres significatifs pour pouvoir avoir une différence entre vos résultats. Enfin, on vous demandait de conclure en citant une propriété du verre mise en évidence. Ce n'est pas une propriété que nous avons vue lors du cours, mais nous en parlerons dans le prochain chapitre. On dira que le verre il est dispersif, puisque même si les trois lumières elles avaient le même angle d'incidence, elles ont toutes été réfractées avec un angle différent. Donc la lumière, elle s'est en fait dispersée. Regardons à présent le dernier exercice, où nous avons un rayon solaire incident qui va pénétrer dans une goutte d'eau. Donc la lumière du soleil, c'est une lumière blanche qui est en réalité constituée de toutes les radiations colorées, allant du bleu jusqu'au rouge. C'est ce que nous verrons au prochain chapitre. Donc ici, la lumière du soleil, elle entre dans la goutte d'eau, avec un angle d'incidence de 50 degrés. Ensuite, le rayon solaire il va rebondir sur le fond de la goutte d'eau, puis ressortir. On appellera le rayon qui sort le rayon émergent. Pour la première question, on nous demande de calculer les angles de réfraction. Du classique, donc vous savez faire, il faut isoler le sinus de I2 pour pouvoir ensuite aller calculer I2. Sauf que ici, nous allons avoir deux calculs différents à faire, étant donné qu'il y a deux valeurs d'indice de réfraction pour l'eau. Un qui est pour le rayonnement violet, 1,344, et un qui est pour le rayonnement rouge, 1,331. Commençons par l'angle réfracté rouge. Le N1, nous le connaissons, c'est l'indice de réfraction de l'air qui vaut 1. L'angle d'incidence I1, il vaut 50 degrés, quoi qu'il en soit. Et l'indice de réfraction dans l'eau pour le rayon rouge, c'est 1,331. Si on fait l'application numérique ici, on trouve en divisant 1 fois sinus de 50 par 1,331 que le sinus de l'angle rouge il vaut 0,576. Laissons ici le résultat avec 3 chiffres significatifs, puisque une partie des données de l'exercice nous sont données avec 3 chiffres significatifs, comme le 1,00 et le 50,0, et on a une autre partie qui nous est donnée avec 4 chiffres significatifs, comme 1,331 et 1,344. Dans ce cas-là, on va choisir la moins précise des deux données. Donc on va choisir de travailler avec 3 chiffres significatifs. Et le calcul n'est bien évidemment pas fini. Nous avions trouvé le sinus de l'angle rouge et il fallait trouver la valeur de l'angle rouge en degrés. Donc il faut faire sinus moins 1 sur la calculette et trouver finalement que l'angle rouge vaut 35,1 degrés. Passons maintenant à l'angle violet. Donc les valeurs de l'angle incident et de l'indice de réfraction de l'air ne changent pas, mais cette fois on les divise par l'indice de réfraction dans l'eau du rayonnement violet, à savoir 1,344. Du coup, nous trouvons cette fois une valeur pour le sinus de l'angle violet qui est de 0,570. Et l'angle réfracté violet, lui, il va valoir 34,7 degrés. On vous demande à la question 2 d'en déduire la valeur des angles de déviation de ces rayonnements. Attention, ici ce n'est pas quelque chose que nous avons vu dans le cours, mais il ne faut pas s'inquiéter pour autant.
Si on vous demande quelque chose qui n'a pas été vu en cours, c'est que les informations nécessaires sont fournies dans l'énoncé. L'angle de déviation, ici, c'est l'angle qui va ressortir de la goutte d'eau. Et il vaut 4 fois l'angle réfracté moins 2 fois l'angle incident. Une formule plutôt facile à appliquer pour un élève de seconde, mais qui n'est pas au programme, qu'on ne voit pas pendant le cours. Par contre, elle est bien fournie dans l'énoncé. Alors par contre, si l'angle incident est le même depuis le début et qui vaut 50 degrés, nous savons qu'il y a deux valeurs possibles pour l'angle réfracté. Une pour le rayonnement rouge, qui est de 35,1 degrés, et une pour le rayonnement violet, qui est de 34,7 degrés. Nous aurons donc deux calculs différents à effectuer. Nous allons trouver deux angles de déviation. Pour l'angle rouge, nous trouvons en faisant 4 fois 35,1 moins 2 fois 50 un angle dévié rouge de 40,4 degrés. Et pour l'angle dévié violet, nous trouvons en faisant 4 fois 34,7 moins 2 fois 50 un angle de déviation de 38,8 degrés pour le rayonnement violet. La dernière question demande un petit peu plus de réflexion. On souhaite ici que vous expliquiez pourquoi la lumière se disperse. Eh bien, vous aviez initialement un rayon de soleil, que l'on appelle une lumière blanche, qui, ça nous le verrons au prochain chapitre, est composée de plusieurs radiations colorées. Et chacune de ces radiations colorées, à l'image des radiations rouges et violettes, comme vous venez de le montrer par le calcul, vont avoir des angles réfractés différents lorsqu'ils vont entrer dans la goutte d'eau. Puis lorsqu'ils vont rebondir au fond de la goutte et ressortir, ils auront finalement des angles déviés qui seront encore plus différents. Et c'est pour cela qu'en sortant de la goutte d'eau, nous allons pouvoir observer les différentes radiations colorées qui auront toutes été déviées avec un angle différent. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dispersion de la lumière blanche. C'est ce que vous pouvez observer lorsque se forment des arcs-en-ciel, et nous reverrons d'ailleurs ce phénomène de dispersion de la lumière blanche dans notre prochain chapitre sur la partie vision et image. Voilà qui conclut notre séance d'exercice sur la propagation de la lumière. Nous nous retrouverons pour un prochain chapitre de physique sur les spectres lumineux, où nous parlerons alors davantage de ce qu'est la lumière blanche et des radiations colorées.